lei. D'usta orangia come da lumetta a chi lo creste, a me son chasteu che sembla più un'avventura che li fai face. Une situation exceptionnelle per faire tout ouvert et les baronnies au fond. Ils étaient bâtis sur une creste de Roucas. Voilà, il fallait une creste et derrière le village, alors on ne le voyait pas d'ici, mais il y a un grand vallon, que l'on appelle encore le vallon de Taraïn. Voilà. Il y a les sources de Vaison qui prennent des dîmes. Il paraît qu'elle appelle le cresté. Le village de Chanja, per lequel les gens n'ont plus besoin de se défendre, de se défendre contre les agressions qu'il y avait au Trifès, avec les barbares, mais tout à coup. Et pour Chapon sont descendus pour travailler à terre en basse, pour des gens qui ont des gens de la terre. Et puis finalement, à la mi-temps du siècle, il y a des gens qui sont venus et qui sont Chata pour Chapon, c'est-à-dire les étrangers, comme ils les appelaient ici, les étrangers qui sont venus et qui pour Chapon, à Chata les Oustao, les ont retapés. Et alors il reste. Dans le nouveau village, il y a l'école et puis la commune. Hein, et puis d'Oustao un peu alentour. Mais il n'y a pas véritablement un village, c'est pas un cas. Et en 1952, je crois que l'école est descendue pour prendre la place de la gare, parce que le train ne passait plus. Le train gagnait d'Orange au Break, et est arrêté en 1953. Et l'école nouvelle, donc des pieds, est toujours au même endroit. Venions à l'école qui est au bâtiment qui est juste derrière, qui faisait 1 km 600 matin et 1 km 600 le soir. Et il n'y avait pas de cours pour s'amuser ni rien. Ça s'était sur la muraille pour manger notre piazza, qui est à 10 ans. Il n'y a rien passablement. Ici, il y avait 2 classes, il y avait une qui est en basse et une en haut. Il y a encore une institutrice qui m'a fait l'école qui n'est pas morte, la Marina Tabau. Je me rappelle qu'en base, il y avait au moins 32 dans l'école. Et souvent, quand il y avait une de malades, et bien la même, ils prenaient tous, il y avait 65 ou 70 élèves. Il y a au camion à l'école, il y avait une épicerie qui se trouvait ici devant la foine. Et au fond de l'épicerie, il y avait un appartement qui era le café. Et puis il y avait une autre de café montée ici en dessous de pouce, qui era le cercle républicain. Alors, parce qu'ici, c'est là nous pas trop de côté. Da Creste, il y a la plus belle vista que se può sus a Caucusta da Ventur, et per les gens d'acqui es Caucaren. Ah, le Ventur, là. Il y a trappiamo da vedere. Come c'est au Cassaire, ça, il y avait une tirassa. Et alors, d'un côté, je me rappelle qu'on avait un Cassam, mais il n'y avait pas de moyens de locomotion. Hein. Même mon frère partait en bicyclette. Avait un biot sur le porte-bagages pour mettre le zinc. Et montavian, parce que per Malucena, montavian mandava à Beaumont. Et alors, là, il y avait nos bicyclettes, il mandava à la plus haute bergerie après les Margaux. Et montavian à paix par le col du Comte, et arrivavian au Montserrat per Cassa. Alors, il faut dire la mienne, il y a guère la patience, à Cassa. Et bon. Du temps, il y avait le train. Le train a commencé à passer en 1913, à peu près ça. À quelle date, il y avait une gare qui era la gare de Creste, Malucena. Et normalement, il devait passer à Malucena, pas passer à Malucena, passer au Creste. Mais les gens de Malucena ont demandé de mettre sur la pancarte gare de Creste, Malucena. Les saber des uns au service des autres. Des gens jeunes et mai vieux s'acciampano ciasche mes per partager ses expériences. Ce truc est pour les plantes. Il y a bien que les connaissaient plus. Oh. Mais il on se rappelle plus de nous. Eh oui. Io lo trompeo, avant tout rester en ferme. Mais il y a eu des plantes qui ne savaient pas son nom, vous savez. Est-ce que c'est nombreux à venir ici? Oh oui, quand de variestre. Au moins une douzaine, mais il y a Bon, moi, quand même. Oui, 12 ou 15. Et il y a des gens à joindre? Non, j'en ai plus un, nous autres. J'en ai anciennes. Apprendre des anciens fut créé sous une initiative de la Mutualité sociale agricole. L'idée era la confrontation et d'avant tout la conservation et la transmission d'un saber des gens des villages de Vaucluse. Per les plantes, demandèrent à Julien Chauvin si vouliez bien enseigner ce que saviez. D'abord près des écoles et puis per tutti.
Quando fa des sorties dans les petites écoles, toutes les semaines, sortiamo une classe ou deux. Et après, ils prennent un avion, ils apprennent à connaître les flots, tout. On fait des derbiers après. Et alors, après, les cieux, eh ben, il y avait tous les estivants qui venaient à Malocène, qui auraient un mal promener, alors nous demandaient si nous pouvions pas les sortir. Alors les promeneurs faisaient des sorties dans Oumeli. De quoi qui appartient, nous avons une soixantaine de nous autres. Tous ceux qui l'ont promené, les étrangers qui l'ont promené, sont bien contents. Et parmi ceux qui arrivent, il y a qui sont bons botanistes, qui connaissent aussi. Et il y a qui connaissent rien du tout. Alors ils sont contents qu'ils n'ont pas vu les plantes. Et puis ils ont dit que les plantes fossero sognare per essere malade. Alors, per exemple, donnez un exemple per Eh bien, tous les ans font une cure de pizzozaine, la germanerie petit chêne. Et ils n'ont jamais eu de douleur. Ils ont 89 ans, mais pour lever la camba, faire des cabrioles, rien ne fait mal. Ils ramassent la lavande, il y a des pieds qui avaient 4 ou 5 ans, ils commencent à ramasser la lavande, et après, alors, coupe bien la lavande, commence à venir juste après Malocène, ici. Et on vient jusqu'au contrat. Et alors, quand on arrive à bien au Mont-Sérin, et rien, c'est tout vieux, et coupe bien la lavande, et écoute, ça vient met les moutons dans la porte arrière. Quand on répétition que, du temps de la guerre de 14, il y en avait gardé les fées sur la plate, sur l'autre montagne, et quand des femmes, les femmes qui avaient ces hommes qui étaient à la guerre, ou des filles, alors, il y avait saoulé des garçons qui, et il y avait alors les bouddhas, on me dit qu'on tenait à prendre un bouddha. Et je viens après un bouddha et après on fait des pochettes quand il y a même bouddha. Est-ce que montez un cas au Ventoux? Ah oui, tous les jours ils montent 12 ou 13 fois par semaine, mais ils montent en voiture. Ils montent en voiture à Mont pour venir. Parce qu'ils trouvent tout ce qu'on connaît, ou per Manza ou per Mamusa. Trouvent des fleurs, trouvent des d'océan, des lèvres, ramasser des champignons. Les champignons, les connaissez. Ne mange mai de 40 variétés différentes. La mutualité agricole a dit que les anciens connaissaient bien des plantes et que les jeunes ne connaissaient plus rien. Alors, pour que ça ne perde pas, eh bien, ils savent que nous sommes faits d'exposition. Vuole pas dire de bêtises, io. Ouais, mai de 15 varietà, allora. Et est votre métier de cercar les plantes? Ben no, beh siamo dei bracconieri nosaltres, sapete? Alors come avete fatto? Siamo bracconieri, siamo caçaires, siamo pescaires, ramassons des champignons, des rabasses, des morilles, enfin, tout ce que vous voulez. Et qui vous l'a appris les noms des plantes, par exemple? Ah, ben nostri grands-pères, se siamo a barriga in montagna, conosce un po' come la pozza, se volete mandare mettere una pezza di dessin da umidità, la troverai anche bene, voglio dire. C'est une action qui a 4 ans, qui est organisée par la Mutualité sociale agricole de la Vaucluse. Et l'idée est de sortir les anciens de l'isolement. Les faire comprendre les anciens qui ont des causes à dire. Et avec un saggia de faire rencontrer les anciens avec d'autres gens, d'autres amélie juin, amélie patan juin. Que les anciens sachent bien que leur vie n'est pas finie, mais au contraire, qu'ils peuvent rendre des services et qui l'en faveur pour transmettre le savoir, pas souvent après, pas toujours après sur les bancs de l'école, mais pour une tradition orale qui se transmet depuis au cours du siècle. Et je trouve que la façon de faire est très polie. Vous savez que ce matin, déjà, autour de 6 jours, on y a les garrigues, on y a les bois, per cuire que les plantes. Personnellement, je devais voir que quand il y a fait un herbier, malheureusement, n'a pas gardé grand cause, et pour un paysan, il quand même parfois. Et pense surtout que d'apprendre le nom de toutes les plantes, les enfants, ils ont une bonne cause, parce que pense que plus tard, connaissant bien que les plantes, et bien quand ça sera devenu adulte, respecteront mieux la nature. L'Oline, comment ça s'appelle? Ça ne pas le dire. Et à quoi il a pris l'idoine? Quand il a mis elle a une pancarte, la Pélidoine. Et non, il y a une mais escapade.
On va la mettre là-bas. Et il faut attention quand vous marchez, ne marchez pas trop sur les plantes, hein, que les étiquettes explosent après. Voilà. Alors là, il faut les mettre ensuite comme ça dessus. C'est la menthe. On va mettre alors. Mais il y en a une ronde, puis il y en a une pointue. Il y en a une là d'étiquette. C'est celle de la camomille. Le championnat de France du jeu de dames qui rassemble chaque année l'élite des joueurs. Toutes ces activités prouvent bien la volonté de nos villages de maintenir un rythme de vie pour lutter, à la fois, contre la solitude et pour respecter la personnalité humaine. Alors qu'apparemment rien n'est changé, la vraie saison commence et les lieux s'emplissent de joyeuses rumeurs. Pendant plusieurs semaines, la troupe innombrable de touristes s'associera à la beauté des lieux, au charme de la nature, flânera çà et là et prendra le temps de faire des promenades pour profiter du moindre souffle tonifiant. J'ai quelques scrupules à ne pouvoir me joindre à eux. Avant tout, nous arrivons à faire des cuvées spéciales qui représentent un terroir bien spécifique. Nous avons par exemple la cuvée du monastère qui est chaque année du même terroir. Nous avons la réserve du vigneron qui chaque année, elle, est élaborée et vinifiée bien spécialement par notre caviste et qui d'ailleurs chaque année obtient des médailles sur la foire de Mâcon, sur la foire d'Orange, plus notre blanc, notre cuvée Saint-Roch blanc, plus un vin de pays qui est vinifié essentiellement à base de chardonnay, donc 20 cépages. Et puis naturellement, nous vinifions
pendant longtemps, j'ai fait des tissages de soie, d'ailleurs je continue toujours, hein, voilà, de la soie naturelle. Mais j'ai fait cette expérience quand j'étais à Brantes, alors de l'autre côté du Ventoux, puisque du Ventoux Nord, je suis passé au Ventoux Sud il y a une dizaine d'années. De me relancer aussi dans l'élevage du ver à soie, c'est-à-dire d'acheter les œufs du Bombyx mori, les mettre à éclore, élever les vers à soie, récolter les cocons, les bouillanter, les dévider, ou alors on faisait beaucoup de la filoselle aussi, de la soie filée comme la laine, où on ébouriffait le cocon lui-même pour obtenir de la chape de soie. On le file à la main, soit au fuseau ou au rouet, et après nous faisions des teintures végétales, comme ça d'ailleurs. Et après c'était tissé sur des métiers de haute et basse lisse, si bien qu'on partait carrément de ce qu'on appelle du sol au tissu, c'est-à-dire de la graine de l'œuf, la graine du Bombyx, ce qu'on appelle, oui, la graine du ver à soie, jusqu'au tissu terminé sans aucun intermédiaire. C'est un peu ce que vous avez refait avec le lama, puisque vous êtes parti du petit lama ou de la maman lama, oui. Et vous en arrivez à la tapisserie aussi, oui, parce que j'aime bien me fournir, faire moi-même la fibre, ne pas me contenter d'acheter simplement des fibres. Puis teindre aussi, et teindre avec des teintures naturelles, c'est-à-dire des plantes uniquement. Des plantes, oui, uniquement. Comment vous avez appris à faire ce genre de tissage, parce que c'est tout de même tout à fait original? Pour tout ce qui est tissage de haute lisse, c'est-à-dire où la chaîne est verticale, ce sont des berbères dans l'anti-atlas qui m'ont appris leur technique. C'est tout à fait médiéval et archaïque, mais l'intérêt de la chose, c'est qu'on peut faire des pièces de toutes les dimensions possibles. Et le matériel n'est pas du tout coûteux, il suffit d'avoir quelques troncs d'arbres. On fabrique son métier soi-même. Oui. Voilà. Et parallèlement aussi, je voulais apprendre à faire les bains de teinture à l'indigo, vous savez, le fameux bleu indigo. Et j'étais parti tout seul dans une tribu de Touaregs, vivre chez eux, pour apprendre les recettes, à savoir me débrouiller avec cette fameuse Oui, mais pareil qu'on les appelle les hommes bleus parce que leur teinture déteigne sur leur peau, justement. Oui. Alors, c'est pas des très bonnes teintures? Si, mais eux le fixent très mal. Par manque d'eau déjà, par manque de bain, de rinçage. Alors évidemment, tout ce qui est en trop comme indigo repart sur leur peau, avec la transpiration, ils sont véritablement colorés. Nous avons eu la chance d'avoir donc au début même Pétrarque, poète Pétrarque, qui était venu faire l'ascension du Mont Ventoux dans les années 1300. Et ensuite Clément V venait se reposer auprès du Gros Eau dans un monastère qui avait à ce moment-là. Ce tourisme, est-ce qu'il s'est poursuivi depuis? Et on peut même dire qu'il a doublé, puisque non seulement on vient l'été, mais on vient aussi l'hiver. Exactement, oui. Nous avons une station, la station du Mont-Serein, qui depuis le début du siècle d'ailleurs fonctionne. Et maintenant, nous avons pas mal de remontes-pentes, 6 remontes-pentes. Et c'est une station qui, malgré tout, étant donné qu'elle est provençale, malheureusement, nous n'avons pas un enneigement extraordinaire. Par contre, l'été, je suppose qu'on peut rencontrer la fraîcheur. Ah oui, l'été, c'est un lieu privilégié pour le tourisme. D'ailleurs, de tout temps, vous voyez, même au début du siècle, on appelait ça les estivants à ce moment-là. Maintenant, ce sont les touristes qui viennent et nous sommes vraiment comblés. Malheureusement, nous avons une pénurie d'hôtels. Vous voyez, il nous faudrait beaucoup plus d'hôtels pour pouvoir garder tous ces touristes. Alors là, nous sommes devant l'enceinte de la machine à laver, c'est-à-dire le lavoir public. Oui, c'est notre fameux lavoir monoptère. Vous voyez, c'était une curiosité d'ailleurs, parce que je crois que, à ma connaissance, c'est le seul et unique en France qui est dans ce style-là, de 1862 exactement. Les gens viennent toujours laver du linge, non? Moins maintenant, je vous dirais qu'avec les machines à laver. Mais enfin, ancien temps, vous voyez, il y a tout autour du lavoir, vous aviez toutes les lavandières qui venaient, c'était très pittoresque. Autre bel édifice qu'on remarque quand on arrive chez vous, c'est l'église. Ah, l'église, très belle église. Très très belle église fortifiée, oui. Elle date de l'époque de 1306, de l'époque de Clément V d'ailleurs. Ah oui, elle date des papes. Des papes, oui. C'est une très très belle église. Et je crois qu'elle possède d'autre part un instrument des orgues particulièrement oui, il y a un orgue vraiment de 18e alors, qui est magnifique. J'espère d'ailleurs que nous ferons une visite. On va aller le voir. C'est ça. On va le voir. Nous avons des organistes également émérites qui pourront vous le montrer.
L'artisanat est aussi présent avec deux artistes en céramique, Emmanuel et Michel Chouvillon. Leur poterie aux couleurs de collines et de lavande attire les touristes qui auront du goût. Pour eux, l'hiver se passe à l'atelier et l'été dans les foires et les marchés spécialisés. La vie d'artisan a finalement de bons côtés. L'art et la science font généralement bon ménage. C'est sur les pentes du mont Ventoux que l'on étudie cette sale petite bête qui annonce chenille processionnaire du pin et qui fait tant de ravages parmi les conifères. Un laboratoire de l'INRA et quelques-uns de ses meilleurs chercheurs mènent la vie dure aux dévoreuses d'aiguilles. Il semblerait d'ailleurs que l'arme absolue ait été découverte, un produit qui empêcherait les mâles de sentir l'odeur de la femelle. Il serait temps, car les chenilles, autant que le feu, sont les ennemis de nos forêts. Étant donné que c'est un insecte méditerranéen, habitué au soleil, utilisant un nid d'hiver pour profiter du soleil, c'est un insecte qui, sur le versant nord, ne peut pas survivre parce que le soleil n'intervient pas, donc ne peut pas pénétrer suffisamment. Par contre, c'est un insecte qui peut monter jusqu'à 1400 mètres sur le versant sud et à peu près sur le versant ouest qui nous concerne, donc Malocène, à peu près 1200 mètres. De toute façon, c'est en gros l'altitude où l'on met des pins, parce qu'ensuite ça devient à ce moment-là des mélèzes ou des sapins. Donc, est-ce qu'elle attaque les autres résineux? Elle attaque d'autres résineux, elle peut attaquer très facilement le cèdre, mais dès le moment où le cèdre en mélange avec le pin, elle est protégée par le pin. Le cèdre est protégé par le pin. Et puis, dans le cas où vous montez en altitude, à ce moment-là, vous vous retrouvez avec des essences qu'elle peut très bien attaquer, parce qu'en altitude, il n'y a pas que le mélèze, mais il peut y avoir le pin à crochet. Et le pin à crochet plaît très bien à la processionnaire, le pin sylvestre plaît très bien à la processionnaire, toutes les essences de pin. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cet insecte? C'est ce que vous avez fait ici, puisque vous avez créé un labo, en somme in situ, pour mieux l'étudier, en somme pour ne pas la déranger, que vous voyez sur place ce qui se passe? C'est un peu le cas, on peut dire qu'on ne veut pas la déranger, mais par contre on sait très bien qu'elle peut commettre des dégâts, puisque c'est un insecte qui amène des défoliations totales de la forêt de façon périodique. Et d'autre part, c'est un insecte qui a pour particularité de dégager des poils urticants, donc de provoquer des mangeaisons chez les personnes qui côtoient les chenilles processionnaires. D'autre part, c'est un insecte qui fait une perte de production, qui produit une perte de production en bois. Donc, c'est très important d'arriver à intervenir. Est-ce qu'il y a un remède? Est-ce qu'on a trouvé des solutions? Actuellement, notre grand travail est justement d'adapter toutes les stratégies possibles de lutte, et particulièrement vers la lutte intégrée, c'est-à-dire une harmonisation entre la lutte avec des produits chimiques et la lutte avec des produits biologiques. Et notre grand rêve actuel est de pouvoir utiliser les phéromones sexuels de synthèse. Mais parce qu'elle n'a pas elle-même pratiquement d'ennemis. Les oiseaux ne l'attaquent pas, les autres insectes ne l'attaquent pas. Les oiseaux, par exemple, pourraient être considérés comme un prédateur, et particulièrement les mésanges et même la huppe, qui n'existe pas tellement dans le Ventoux, mais la huppe sont considérés comme des prédateurs. Mais vous imaginez qu'un papillon de processionnaire du pin peut pondre à peu près 200 œufs en moyenne, et vous ne voyez pas des oiseaux qui ont cette possibilité de multiplication. Donc il y a très peu de cas de réussite de lutte biologique par des moyens, on pourrait dire, de parasites. Alors le brave Henri Fabre, qui était tout de même un peu l'inventeur de l'entomologie, disait qu'on pouvait capturer les œufs qu'elles pondent sur des branches relativement basses. Est-ce que c'est pas une méthode comme une autre? Ben, c'est une méthode qui peut être préconisée parce que la femelle de papillon pond ses œufs par 200, mais ils sont recouverts d'écailles protectrices qui sont blond clair. Donc des personnes qui ont un bon œil et qui savent bien observer dans la nature peuvent repérer les pontes
deux processionnaires du pain quand la femelle a déposé ses œufs. Ça se passe plutôt en fin d'été. Ça, c'est en fin de l'été, exactement, et particulièrement pour la région du Ventoux, depuis le 2 ou 3 juillet jusqu'au 15 août, et pour un peu plus bas, un tout petit peu plus tard, jusqu'au 20 août. Mais il faut avoir l'œil et bien repérer comment sont faites les pontes de papillons pour arriver à les prélever. Parce on en détruit 200 d'un coup. On en détruit 200 d'un coup, ça c'est un fait. Parce que aller attraper les nids quand ils sont perchés à 20-25 mètres de hauteur, c'est pas si facile. Il faut des hélicoptères à ce moment-là. Est-ce qu'on peut faire des traitements? Ben, normalement, il existe des traitements avec différents types de produits, particulièrement des produits à base de Bacillus thuringiensis, qui sont l'utilisation rationnelle d'une bactérie qui émet des endotoxines qui tuent les insectes. Il y a des nouveaux insecticides chimiques de synthèse, comme le dimilin, qui sont des insecticides qui inhibent la mue, donc les chenilles qui doivent changer de peau régulièrement pour atteindre leur dernier stade, qui est le 5e, arrivent à mourir en cours de route après avoir ingéré cet insecticide. Et nous aussi peut-être, non? Non, pas du tout. C'est tous les insecticides qui sont utilisés actuellement dans le Ventoux sont des insecticides dits biologiques au sens strict, avec non polluants pour... Malaucène, enfin, est un centre important pour la fabrication des orgues. Chez cet artisan où 10 compagnons travaillent en permanence, jugez de cet instrument qui est en train d'être construit. Dans cet orgue, il y a à peu près 50 mètres cubes de chêne. 50 mètres cubes de chêne et approximativement 7 à 8 mètres cubes d'épicéa. On ne se rend pas compte de ce que ça veut dire, mais est-ce à dire que c'est un des plus grands orgues qui a été fait ces dernières années? Disons que oui, c'est un des grands instruments qui est en cours de construction, notamment le plus grand construit pour le nord de la France depuis pas mal d'années. L'orgue se compose de 4 buffets, il y a 4 buffets séparés, dont vous voyez 2 éléments ici. Les 2 grands buffets du pédalier sont déjà sur place. Et pour donner une idée, l'ensemble de l'orgue pèse 17 tonnes approximativement. Et vous allez donc le transporter de Malaucène jusqu'où? Jusqu'à Ouascal. Ouascal est une petite ville qui fait tampon entre Lille et Roubaix. C'est la ville qui fait la jonction entre ces 2 grandes métropoles. On peut s'imaginer qu'on ne fabriquait plus ce genre d'instrument. Et vous me dites, c'est pas un instrument moderne, en réalité, enfin, c'est un instrument neuf, mais d'après des schémas, des plans du XVIIIe siècle. Disons que c'est un instrument moderne dans ce sens qu'il est construit à notre époque. C'est un orgue quand même du XXe siècle, c'est vraiment un orgue contemporain. Ce n'est pas non plus un pastiche du passé, puisque en réalité on ne peut pas être à la place des gens qui ont construit des œuvres d'art 2 siècles précédemment. C'est une transposition, je préfère utiliser le terme de transposition. Bon, j'aime le style des orgues allemands de l'Allemagne centrale du début du XVIIIe siècle, qui correspond justement à l'interprétation idéale de la musique de Jean-Sébastien Bach, et j'essaye de donner à mes orgues cette couleur sonore, et éventuellement le même plumage, si vous voulez aussi, c'est-à-dire que l'aspect extérieur corresponde à la partie sonore. Merde, il est loupé, ça fait rien. Je le reprends. Non, on peut pas. Ça fera un croissant, ça fera un croissant. Non. Parce qu'il s'est tordu, ça fera un croissant. Allez, regardez. Regardez ça à la télévision, parce qu'on peut voir que il y a des belles miches. Oui, de Sarion. Fait au sarment. À Malaucène, Michel Galabru est dans la vie comme à la scène. Il rigole, mais il bosse. Il participe à 2 des 4 spectacles prévus au programme cette année. Il fait ça pour ses copains qui habitent ici. Ses copains m'ont persuadé de venir pour faire un spectacle ici à Malaucène. Malaucène, c'est un petit village au pied du Mont Ventoux, un village absolument charmant, comme vous avez pu voir, très joli. C'est une région évidemment une des plus belles de France, et j'ai cru au début que ça serait un spectacle comme ça, un
un peu ringard, on se mélangerait avec des amateurs, on s'amuserait. Et puis maintenant, voilà que ça prend de l'extension, voilà que maintenant nous en sommes à 9 représentations, peut-être un peu exagéré. Voilà que nous faisons une création avec le grand dramaturge Eduardo Manet. Il est mort, je parie qu'il est mort. Il m'a tué. Au secours, il m'a tué, je crève. Le Belge me prend mon rôle maintenant, alors. Ah oui, mais alors. Et mon chèque. Ton chèque, tu l'auras, ton chèque d'Ayaman. Michel Galabru passe toutes ses vacances à Malocène et un soir, après un repas, entre amis, l'idée est venue en disant ne pourrait-on faire quelque chose pour ce village que nous aimons tous passionnément. Alors Michel Galabru a dit ok. Dans le mois qui a suivi, nous avons créé l'association Rencontre estivale de Malocène. Et puis depuis, ça fait 5 ans déjà, nous allons faire la 6e saison cette année. Depuis, la passion du théâtre nous anime tous et nous essayons de travailler. C'est bien parce qu'en général, après les bons dîners, on a toujours de bonnes idées, mais on les met rarement en application. Nous l'avons réalisé très rapidement, nous, et un peu grâce à l'enthousiasme de Michel Galabru aussi, et à l'enthousiasme des gens du pays qui avaient envie de faire quelque chose pour ce village. Ah oui, parce que ce qu'il faut dire qui est assez exceptionnel, c'est qu'en fait, tous les gens du village participent bénévolement. Oui, absolument. Michel Galabru est le directeur artistique de l'association, et l'association est composée d'amis de Paris de Michel Galabru, d'amis de Montpellier, avec qui il avait créé une petite troupe de théâtre amateur initialement, et de gens de Malocène. Alors il y a moi. Alors tout le monde met la patte. Vous êtes notaire. Moi par je suis exemple. notaire, oui. Bon. Vous avez une passion contrariée pour le théâtre ou un amour refoulé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai surtout la passion de Malocène. Et il faut dire que dans le théâtre de Molière, il y a beaucoup de notaires aussi qui jouent. Alors je me dis peut-être qu'un jour, si un acteur est défaillant, tu prendras la place du notaire dans la pièce. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous organisez un petit peu tout, vous supervisez? Oui, moi je m'occupe des relations entre Paris et les gens du pays. Je m'occupe du montage de la scène, des gradins. Mon épouse s'occupe des repas. C'est elle qui fait manger les 50 personnes tous les soirs. 50 personnes? Tous les soirs, oui, c'est la fête. Après le spectacle, c'est la fête en dessus du lieu théâtral. Et il faut faire manger pour tous ces gens-là, les acteurs, les comédiens. Les acteurs sont tous des professionnels, oui, par oui. contre. C'est un festival très sérieux. Hein. Alors il paraît qu'ils sont nourris, logés chez l'habitant. Nourris, logés chez l'habitant. Les habitants du pays mettent des chambres à notre disposition. Le maçon nous fournit les échafaudages pour l'éclairage. Le président de l'Office du tourisme et sa femme s'occupent de la billetterie. La femme du trésorier recoud les costumes mis à mal par l'embonpoint de Michel Galabru. La cave coopérative du coin nous fournit le rosé, c'est la cave de Beaumont-du-Ventoux. Le maire de... C'est important. Oui, le maire de Contrechaux, le maire de Beaumont-du-Ventoux nous aide, nous donne des subventions. Les EDF sont dans la grande tour. Depuis 1954, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente, Monsieur Ramad monte au Ventoux. Là maintenant, l'armée de l'air, le génie de l'armée dégage la route avec une fraise. Et on suit la fraise. Et avant? Avant, alors, il y avait des chenillettes. Alors au début, c'était des Wiesel qui revenaient d'Indochine, qui tombaient assez souvent en panne d'ailleurs. Puis ensuite, il y a eu d'autres chenillettes plus modernes, et on passait par les crêtes. Quand tout allait bien, par très beau temps, en demi-heure, on faisait le trajet, mais on a mis jusqu'à 3-4 heures pour faire le trajet. Et se perdre, ça arrive, mais enfin, on s'est toujours retrouvé. Dans le brouillard? Oui, dans le brouillard, on se perd facilement. Et est-ce que c'est arrivé que vous soyez coincé ici? Ah oui. Oui, une fois 3 semaines. 3 semaines, il y a eu une tempête. Pendant 3 semaines, l'armée ne pouvait pas sortir non plus. Nous étions 2 ici. Et c'était impossible qu'on ne pouvait pas sortir. Qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, ce qu'on fait, on reste là. Heureusement qu'on avait des provisions de pâtes. Et à la fin, on ne mangeait plus que des pâtes. Il y a eu des tempêtes vraiment avec des vents de 250 à l'heure. On ne peut pas sortir? Non, on ne peut pas sortir. Et même ça arrive que par la fenêtre, on voyait les cailloux, au cours des tempêtes, les cailloux qui s'envolaient. Sur Ramad, d'ici, du Ventoux, alors quel est le point le plus loin qu'on peut voir? Ah, le plus loin qu'on peut voir, enfin, c'est extrêmement rare, c'est le Canigou.
Mais là, il faut vraiment des conditions particulières, c'est-à-dire après un orage, quand l'atmosphère a bien été lavée, ou alors l'hiver quand il fait très froid, avec moins 20 degrés, un ciel très clair, à ce moment-là, on va très loin. Qui fait donc courir Éric Caritou. Depuis qu'il a gagné le Tour d'Espagne, Éric Caritou, le double champion de France, a suscité bien des vocations dans le Vaucluse. Mais son fief, c'est Flassan et Ville-sur-Ozon. J'habite à 3 km du village et bon, tous les jours j'allais à l'école en vélo, je revenais à midi et je retournais à 2h. Et bon, c'est peut-être comme ça aussi que j'aimais le vélo et en voyant les autres en faire, c'est ça qui m'a donné le goût à partir de 13 ans à faire des compétitions. Il y en a beaucoup quand ils arrivent à l'âge de 17-18 ans qu'ils ont le permis de voiture, bon, ben, ils préfèrent mieux aller sortir, aller en boîte que faire du vélo. Bon, moi j'aimais bien ce sport et je voulais en faire ma carrière, j'ai toujours été sérieux, c'est peut-être ça qui a payé. Le Ventoux, en tant que tel, il est considéré par les cyclistes un peu comme un juge de paix. Oui, il est assez spécial. Bon, on monte à 2000 mètres en 18 km ou 15 km même. Et bon, il est très dur, on a du mal à respirer. Et le pourcentage est régulier, on monte toujours à 10%. Il n'y a jamais d'endroit pour récupérer. C'est pour ça que les coureurs ils craignent beaucoup. Avec la chaleur, il est assez dur comme col. On dit qu'il y a un endroit où on étouffe, il y a une espèce de trou là. Oui, surtout du côté des Bédouins, là, à partir du virage, à partir du 10e kilomètre à peu près, on a du mal à respirer jusqu'au chalet Reynard. Peut-être un peu à cause de ça aussi que tous les coureurs le craignent. Qu'est-ce que c'est l'entraînement d'un coureur en hiver? L'entraînement en hiver on fait 2-3 heures tous les jours. Un jour je vais faire entre 2 et 3 heures de VTT dans le Ventoux justement. Comme il y a beaucoup de chemin et tout, je pars de chez moi et je monte directement jusqu'au chalet Reynard. Et puis les autres jours je fais un peu de footing le matin, une demi-heure, après je fais 1h30 de musculation, puis une demi-heure ou 20 minutes d'entraîneur pour placer bien les muscles. Et voilà, puis l'après-midi je travaille un peu dans les champs pour passer la journée. Travailler dans les champs, ça, c'était quand même quelque chose qui vous a toujours plu. C'est sûr, c'est mon métier, je pense à l'agriculture. Avant de faire du vélo, j'étais agriculteur et je travaillais même les premières années que j'étais professionnel, je travaillais encore pas mal dans la vigne. Et maintenant, bon, l'hiver... Le Mont Ventoux 1958 et les concurrents de la grande épreuve internationale de l'Automobile Club vauclusien partent de l'altitude 295 mètres pour arriver à la côte 1895, après bien des détours et des acrobaties dans les lacets de 22 km du parcours. Le record à battre, 12 minutes 39 secondes 5 dixièmes, moyenne 102 km 383, était la propriété du Suisse d'Ed Villers sur Maserati depuis 1957. Cette année, les Porsche sont venus en force pour s'attaquer au meilleur temps général. La catégorie sport international compte en 1500 cm3 pour le championnat d'Europe de la montagne. Le champion de France Jean Bérat, numéro 34, que nous voyons au volant de sa voiture, est venu spécialement pour améliorer le record de ce parcours qu'il connaît bien, puisqu'il y disputa des épreuves motocyclistes avant de l'escalader sur 4 roues. Bérat est suivi de l'Allemand Von Trips, numéro 35, qui réalisera lui aussi une montée sensationnelle. Tandis qu'une jeune avignonnaise, mademoiselle Eliane Chanchou, va monter en 19 minutes 31 secondes 4 dixièmes. Venez faire aussi bien avec votre voiture et vous verrez que le Ventoux en moins de 20 minutes n'est pas à la portée de tout le monde. Au-dessus de 1500 mètres, les bois disparaissent et c'est un immense désert de pierre que traverse la route pour atteindre le sommet où les arrivées se succèdent après un dernier virage très redouté par les pilotes. Des milliers de spectateurs ont gagné les pentes du sommet pour assister en toute sécurité à l'arrivée des concurrents. Sont-ils ceux qui, gamins, se levaient à 5 heures pour aller en famille, pique-niquer au 7 virages, la course de côte du Ventoux, c'était l'événement de l'année. Aujourd'hui, la plus ancienne course de côte de France continue, mais au pays de Jean Alési et de Ragnotti, ils sont nombreux à avoir le virus du sport mécanique. Le Ventoux, c'est un virus, ça s'attrape comment? Ça s'attrape pas, on est avec, je crois. C'est congénital. Et pour ma part, je crois que c'est congénital depuis quelques 5 siècles hein, où ma famille habite au pied du Ventoux. Mais la passion des voitures, de la mécanique? C'est venu, je crois, dans la famille depuis 1902 qu'a eu lieu la première course du Ventoux, le premier meeting automobile du Mont Ventoux, qui démarrait d'Avignon d'ailleurs. La légende du Ventoux, c'est ça. C'est qu'en même temps, il y a eu des grands champions, mais concomitamment, dans les mêmes courses, les locaux avaient leur place et avaient leur chance. Qui ne se souvient pas des Salignons, des Bouillons, de
tous ces noms qu'on évoque, Albisson avec une Vespa 400 qui a battu un record de classe à l'époque. Vous voyez, c'était merveilleux, chacun avait sa place dans le Ventoux. Et la légende du Ventoux, ça a été qu'on ait pu voir des Caracciola, qu'on ait pu voir des Trintignant, des Jambera, des Hermann et autres, et en même temps voir tous les mécaniciens de la région ou les passionnés de la région. Trintignant, c'est quand même... il faudrait le classer monument historique. Je crois que Trintignant est quelqu'un à part. D'abord Vauclusien, il a marqué le Ventoux à 3 reprises par des victoires et 2 records. Donc je crois que Trintignant, c'est quelque chose d'à part et c'est fondamental. C'est le père d'une génération de passionnés. Puis il a commencé avec quoi comme voiture? Au Ventoux, sur Gordini, mais avant la guerre, il a commencé en Grand Prix sur Bugatti. Et il a fini? Et il a fini en 64 sur BRM. C'est une des plus belles et des plus complètes carrières automobiles de l'histoire de l'automobile. C'est quoi cet engin? 3 roues? Ça, c'est un Morgan de 1920, une voiture anglaise qui était non pas une voiture mais un cycle-car, c'est-à-dire qui répondait à des normes de poids inférieures à 350 kg. Sûrement le poids de la barbe de Jean-Pierre qui a permis de maintenir l'équilibre. C'est un peu un monde à part. De Montbrun-les-Bains jusqu'à Brantes, les nouveaux habitants, comme les anciens, entendent y protéger une certaine qualité de la vie. Ici, on est dans l'école de la vallée. L'école de la vallée Toulourein, oui. Qui est la seule école de la vallée qui regroupe les 3 villages de Brantes, Saint-Léger et Savoyard. Il y a combien d'élèves? Cette année, j'en ai 17. C'est un exploit. Pourquoi un exploit? Parce que j'ai commencé, j'avais 5 élèves. Et depuis, ça a augmenté régulièrement. Enfin, pas régulièrement, mais cette année, j'en ai vraiment le maximum. Elle a manqué d'être fermée, cette école? Au début, quand je suis arrivée, oui, il n'y avait que 5 élèves. On pense justement, comme j'habite à la campagne, on pense qu'il y a des enfants d'agriculteurs, mais actuellement, je n'en ai plus un seul. Qu'est-ce qu'ils font? Alors les parents, il y en a un qui est peintre, j'en ai un qui est maçon, cantonnier, centonnier. Vous êtes installé depuis longtemps ici? Écoutez, à plein temps depuis cet été, depuis ce printemps. Et là, nous allons essayer de vivre plusieurs années à Brantes. Nous nous installons. Comment vous avez découvert ce lieu? Vous êtes d'ici? Non, pas du tout. C'est un ami d'enfance de mon mari qui nous a fait découvrir ce charmant village car il avait une maison de famille. Et nous avons passé d'abord des week-ends et des vacances ici. Et le site nous a tellement plu qu'on a décidé de s'installer. Enfin, entre s'installer toute l'année et puis venir en vacances, c'est pas pareil. Ah non, mais moi je suis un petit peu sauvage et ça me convient tout à fait. Le retour à la terre, dites, c'était un peu dans les années 70. Oui, oui, je suis en retard, mais c'est pas du retour à la terre, c'est une autre qualité de vie, c'est pas du retour à la terre, j'ai pas les chèvres, j'ai pas mon potager avec mon carré de légumes, c'est pas ça non plus. Non, non, c'est une autre qualité de vie, on prend le temps, on a la nature proche, on n'est pas obligé de courir en ville, tout le monde court, tout le monde... Il n'y a pas le ciné. Il n'y a pas le ciné, mais si vraiment on a envie, on peut aller jusqu'à Vaison, une demi-heure. Si vous avez vraiment envie d'aller voir un film, ben vous y allez. Vous avez vraiment envie, vous n'y allez pas parce que vous vous ennuyez. Il y a aussi des magnétoscopies. Le met en valeur certains paysages et donne au site neigeux une majesté particulière. Qu'il est agréable de profiter de ces instants de solitude. Peu à peu, la station s'éveille et chacun sait que tout à l'heure, elle fera le plein de skieurs ou de personnes venues passer une journée au grand air.
La station du Mont-Serein, 1450 mètres d'altitude, implantée sur les forêts domaniales de la commune de Beaumont-du-Ventoux, est ouverte tous les jours. Elle peut recevoir plusieurs milliers de passionnés de neige qui rentrent le soir chez eux, enchantés et pleins de courage pour affronter une semaine de travail. Mais savent-ils ces gens-là qu'une centaine de personnes travaillent en permanence pendant la saison de ski pour leur plus grand bien-être? 7 téléskis desservent 6 pistes de 500 à 2000 mètres de longueur pour des dénivelés de 340 à 430 mètres. Une de ces pistes, la Loubatière Rouge, est homologuée par la Fédération française de ski. On peut trouver à la station, aussi bien qu'à Malaucène, tous les équipements nécessaires à la pratique du ski et à l'hébergement. 5 hôtels-restaurants à Malaucène, 5 hôtels-restaurants au Mont-Serein, ainsi qu'un chalet interglobe géré par les clubs de ski, une école de ski française et un chalet de fonction véritable cerveau de la station. Savez-vous qu'il y a en Vaucluse environ 7000 skieurs licenciés? 750 sont inscrits au ski club du Mont-Serein. Parmi ceux-ci, de nombreux coureurs sont classés en séries nationales et régionales. Presque chaque dimanche, il y a des compétitions. Mais arrêtons-nous de parler et regardons. Tenez beaucoup à la piste. Nous avons fait le forcing et cette semaine j'ai donc reçu l'autorisation signée par l'ONF. Cette piste sera donc fonctionnelle dès la saison prochaine. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Je vous remercie. Bravo pour la piste. Merci monsieur. On fait un fond dîner là-bas. Vous les suivez puis vous revenez tous ensemble. Et ne doublez pas les conseillers généraux, ce serait pas beau. Attendez, monsieur Moreau, on fait un groupe là, sur la route. Vas-y avec eux, vas-y avec eux. Bravo Fag. Non mais lui il avait mis l'équipement. Oui, lui il a la tenue adéquate. Hein. Attendez une seconde, je vais vous prendre. Bon, là c'est sûr. Hein. Allez, on va les prendre. Michel, en haut, c'est à tourner. Une fois c'est bon. Bon. On va y arriver. Hein. Mais pas un peu dans la lutte. Quand on va faire les hommes, on a l'impression. Comme papier en anglais.
Silhouette fantomatique au sommet d'un ancien oppidum celtique, le château d'Entrechaux conserve la mémoire de son histoire dans les pierres de ses murailles éclatées. Vigie séculaire au-dessus de la vallée, pesant de tout son poids à travers les siècles, il arrive parfois que la grande histoire croise le chemin d'une simple vie. Marcel Arnoux est devenu un jour, par idéal, l'horloger d'Entrechaux. Alors voilà, tous les lundis, depuis le 10 mai 1981, j'ai pris l'engagement de revenir remonter la pendule du château. Ici, au village, les habitants racontent que le jour où la cloche fut fondue, la châtelaine aurait mis dans le creuset en fusion ses bijoux, son argenterie, et c'est cela qui aurait donné à la cloche un son d'airain. Construit en l'an 900, l'achèvement du château prit fin un siècle plus tard. Un ouvrage où rien ne fut laissé au hasard, mais l'imprévu peut parfois surgir de nulle part. Voilà, c'est ici que se situait la porte de fer. En 1960, le comte de Toulouse Raymond VI vint attaquer le château, avec la complicité d'un hallebardier qui lui ouvra cette porte afin qu'il puisse attaquer la chapelle Saint-Quentin. Château, chapelle, ici seigneurs et évêques ont cohabité pendant des siècles, avec une seule règle, le partage du pouvoir. Et dans l'intérieur de la chapelle, nous avons deux belles rosaces qui sont situées au plafond. Une semble être la copie des armoiries de notre village, enfin, c'est-à-dire du comte d'Aillou, qui représente une rose. L'autre représentant une marguerite. Pour revenir à la cohabitation entre les seigneurs et les évêques, ça se passait comment? Ça se passait toujours bien? Oui, puisque, comment dirais-je, quand ils étaient attaqués sur Vaison-la-Romaine, ils venaient se réfugier soit au Cresté, soit chez nous, qui avions quand même une défense qui était beaucoup plus importante que Vaison-la-Romaine, étant donné que nous avions plus de 780 mètres de rempart, et quand même nous avions une garde qui allait de 80 à 100 guerriers, comment dirais-je, 100 soldats. Le Sceaux fut de tout temps un pays à part. C'est Loudagout qui fit de ces hautes terres un havre, pays refuge, loin de l'agitation des plaines. Du Val de Sceaux au pays d'Albion, on vivait de la polyculture et de l'élevage, jusqu'à ce que l'or bleu, la culture de la lavande, fasse la fortune du plateau. C'était l'époque où les courses de chevaux sur l'hippodrome de Sceaux avaient un renom plus que régional. Il y avait de l'argent. Aujourd'hui, la lavande est en crise. On tente de développer la culture de l'épeautre, céréale traditionnelle, comme alternative à l'agriculture. L'armée, installée à Saint-Christol, a apporté un peu d'oxygène à l'économie. Mais les données stratégiques ayant changé, qu'adviendra-t-il des missiles d'Albion? Reste, bien sûr, le tourisme.
de Monieux à Aurel et de Sceaux à Saint-Christol, on s'interroge. Sera-ce suffisant pour conserver la vie sur le plateau? Jean-Paul Bonnefond. Jean-Paul, vous êtes enseignant, vous êtes l'auteur d'un livre sur le plateau de Saint-Christol et vous préparez un livre sur Sceaux. Alors 2 mots d'abord sur ce label que vous venez de recevoir. Et on est très fiers d'être labellisé. C'est sûr. On savait que notre ministre de l'Environnement avait du charme, on sait maintenant qu'elle a du goût. Et voilà. Bon, et alors ce pays de Sceaux, on vient de l'entendre, c'est quand même un pays complètement à part. Mais on est ici sur les hautes terres, Jean-Pierre l'a dit, entre Ventoux et Luberon. On a souvent souffert d'une image négative. Je crois qu'au contraire, ce label prouve qu'on a des paysages attachants. Et ici, les mots à la mode patrimoine et environnement prennent tout leur sens et toute leur valeur. Alors pays bleu, pourquoi? Pays bleu parce que c'est le pays de la lavande. Et cette lavande, cette petite plante bleue qui a donné une richesse à Sceaux, quoi. Oui, et qui a été peinte par de grands peintres. Par de nombreux peintres, oui. Notamment Pierre Ambrogiani, Marceau Constantin, Maurice Fischer, des peintres locaux. Et puis cette lavande, ça continue, c'est toujours le pays bleu, et espérons-le pour longtemps. Alors parlez-nous un peu de cette histoire, puisque vous en êtes le spécialiste. Une histoire tout à fait spéciale à Sceaux, avec par exemple, jusqu'à la Révolution, vous n'avez pas payé d'impôts. Bien, Sceaux était un puissant comté. Et c'est un pays qui a subi des assauts, des bouleversements, qui a traversé des périodes de prospérité, d'autres périodes plus douloureuses, mais ça a toujours été un petit peu un refuge. Et c'est vrai que jusqu'à la Révolution, à Sceaux, on ne payait ni impôts, ni on ne devait pas de service militaire, on était complètement indépendant. Et après, ça s'est arrêté avec la Révolution. Avec la Révolution, oui. Ça n'apporte pas que des bonnes choses, la Révolution. Mais pour nous, Saltésiens, non, pour ce comté, non, mais enfin, il faut bien évoluer aussi. Alors on va voir une spécialité du pays, c'est le nougat, et c'est Dédé Boyer qui le fabrique, regardez. Il est toutes sortes d'artistes. Les peintres, les sculpteurs, les musiciens. André Boyer, lui, a choisi la gastronomie. André Boyer, quelle est cette architecture? Ce sont les dernières phases de la fabrication d'un monument pour les journées gourmandes de Vaison-la-Romaine. C'est quoi, la solidarité? Oh, c'est un peu la solidarité, c'est pour attirer peut-être plus de monde pour ce salon. Et nous avons voulu faire une pièce artistique, je pense, qui plaira aux gens. Nous avons reproduit les lunettes de Vaison-la-Romaine. Nous sommes nougatiers à Sceaux depuis mon arrière-grand-père et j'en suis la 4e génération. Nous avons débuté en 1887. Moi, c'est mon père qui m'a transmis tout son savoir-faire tant que je l'avais. Et est-ce que après André Boyer, il y aura quelqu'un pour continuer la... Mais j'ai 2 fils. J'ai 2 fils, Laurent et Claude. Laurent qui est déjà en apprentissage de pâtisserie chez un grand pâtissier aux Angles. Et mon autre fils Claude qui a que 14 ans, mais je pense qui est intéressé aussi par la profession. Sceaux est un pays très touristique. Nous sommes à 800 mètres d'altitude, une station verte et climatique. Et les gens viennent souvent s'oxygéner le week-end, même en semaine, bien sûr. Oui, ils viennent s'oxygéner, mais enfin ils viennent aussi parce que c'est des pays de bonne chair. C'est un pays où nous avons de très très bons produits. On ne peut pas tous les énumérer, mais le miel, la charcuterie, le nougat, la lavande, l'épeautre maintenant, puisque nous avons relancé l'épeautre sur le plateau de Sceaux. Et comme tout le monde sait, c'est un produit qui pousse sur des pentes arides. Alors nous avons des terrains propices à cette marchandise. Une preuve peut-être que la production de produits régionaux haut de gamme permet à de petites entreprises qui sur la carte paraissent éloignées des grands axes de communication de continuer à exister et même se développer dans leur cadre naturel. Vivre près de la nature, c'est aujourd'hui un plus qu'il faut savoir valoriser. Vous avez eu de permis de chasse? 59 permis de chasse. Et avez-vous pas crainte, digue, tout à quelle pichosa au seu? Ah non, il pas crainte. Et là, son trop pichon, il est ouais, un antiol au sanglier. Alors tout à l'heure, vous me disiez, oh, ben, on va parler de chasse, ça sera vite fait. Pourquoi? Pourquoi
ce sera vite fait. Parce que maintenant, je ne sais pas d'où ça vient, on ne chasse plus le lièvre parce qu'il y en a beaucoup moins. Alors on essaye de repeupler et nous nous envoyons sur les sangliers parce que ça repeuple énormément. Voilà pourquoi. On essaye de protéger notre gibier sédentaire. Mais il y a toujours du lièvre. Vous allez dans le Ventoux, où il n'y a pas de désherbant. Croyez-moi que nous envoyons de lièvre, mais c'est défendu d'y tirer. On nous lève de l'équipe si nous tirons au lièvre. Alors il y a du sanglier, il y a du chevreuil, il y a des biches, il y a des cerfs. On se régale, vous savez, dans le Ventoux. Oui, mais alors vous me dites qu'on ne peut pas les tuer, ces animaux. Ah, c'est défendu, il faut un plan de chasse pour tuer ces bêtes, vous savez. Oh là là. Oui, mais dites-moi, c'est un peu normal quand même. C'est une catastrophe. Comment c'est une catastrophe? Mais on va ouais, pas tuer toutes ces il ne faut bestioles. pas tirer les petits sangliers quand ils sont rayés, il faut tirer comme... Bien sûr qu'il ne faut pas les tuer. Eh bien, mais nous ne les tuons pas, sur le règlement, parce qu'il n'y a plus de garde, vous savez, que de chasseurs dans le Ventoux maintenant. Oh là là, on ne peut plus chasser alors. C'est pas difficile. Bon, et pourtant, il y a toujours autant de chasseurs. Il y a beaucoup moins, parce qu'on réduit les chasseurs, on les fait payer trop cher, alors qu'avant, on faisait payer, on les prenait, les chasseurs, ils faisaient travailler le pays parce qu'on ne leur faisait pas trop payer la carte. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, nous faisons payer une carte d'étranger, 170 000 francs anciens, vous comprenez? Alors pour faire travailler les commerces, c'est dur, je vous le dis. Et il y a moins de gibier. Et il y a moins de gibier, pourquoi alors vous parliez des désherbants et... Eh bien voilà, c'est le désherbant. Il est trop fort, il est trop puissant, il faudrait faire quelque chose. C'est la seule raison? Et voilà, et un peu les routes aussi. Beaucoup les voitures. La nuit, ça nous tue les lièvres, vous voyez. Un peu l'armée qui fait des rondes. Ah, ben ça, il ne faut pas le dire. Il ne faut pas le dire, alors on ne le dit pas. Que l'armée, c'est les automobiles qui nous tuent les lièvres un peu la nuit. Voilà. Et nous essayons de refaire, parce que j'ai toujours été à la mairie pendant 3 mandats, 18 ans, dans toutes les sociétés, du ballon jusqu'à la chasse, de tout. On a fait tout ce que nous avons pu, et ça continue d'ailleurs. Et j'ai toujours chassé avec la même équipe de saut. La famille Jean, vous savez, on en a tué des lièvres. 60 par an, on les tuait facilement. Le Louis Despéré, vous savez, c'était un gros propriétaire. Mais à l'époque, alors, il nous faisait de l'avoine, vous savez. Oh là là, de l'avoine, du Saint-Foin, de la Luzerne, les lièvres. Chaque fois que je lâchais les chiens, il en arrivait des fois 2 au passage. C'est pas de blague, on faisait dans l'équipe là. Et je fais toujours équipe avec l'équipe Jean. Alors je sens que sur la chasse... Il a 90, moi 75, vous savez. On tue toujours un peu de gibier. Sur la chasse, on ne vous arrêterait pas. Je crois qu'il faut dire à Jean-Pierre de faire une émission spéciale avec vous. Vous savez ce que vous allez faire? Vous allez nous appeler Jean-Pierre, parce que vous êtes un spécialiste des appos. Et Jean-Pierre, on sait que c'est un drôle d'oiseau. Allez-y, appelez-le un peu. Vous voulez que je l'appelle, Jean-Pierre? Ah oui, allez-y. Jean-Pierre, il faudrait venir écouter un peu le chant d'amour de la griot. Parce que là, je faisais 2000 grios par an, vous savez, à l'époque. Maintenant, on en fait beaucoup moins, parce que je ne sais pas si elles ont changé de passage. Elles nous évitent. On ne l'arrête plus, je le savais. Pourtant, vous savez, il y a pour manger des tonnes et des tonnes de manger. Allez, ciblage un peu, pour les faire venir de voir les griots, vous savez. Eh bien, on fait comme ceci. C'est le ramage de la griot, le chant d'amour. Je vais vous le faire, oui. Il est des lieux hors du temps, ou plutôt où le temps semble avoir déposé ses sédimentations successives. Le musée de Sceaux est de cela, l'un des plus vieux musées municipaux de France, où se retrouvent pêle-mêle stèles romaines et vieilles encyclopédies. Paul Courin, l'ancien conservateur, sait faire parler les choses, les pierres, et rendre au passé sa magie, même à propos d'un sarcophage. Pendant le percement du canal de Suez, il y avait un docteur de Cadenet, qu'on appelait le docteur Monge, qui était là-bas pour la médecine du travail. Et à la fin des travaux, quand il est retourné, il est allé à Thèbes et il a ramené ce sarcophage chez lui. À sa mort, Madame Monge, sa veuve, n'a pas voulu garder ce sarcophage chez elle et l'a mis en vente. Et c'est le musée de Sceaux qui en a fait l'acquisition. Il y avait un peintre du pays, puisqu'il était de Monnieu, Évariste de Valerne. C'était des nobles de Monnieu, quoi. C'était un peintre en renom, il avait exposé à Paris, et à Paris, au Louvre, on a fait une exposition de ses œuvres. Et ce tableau, il l'avait à Paris. Seulement, comme nous avions, nous, le testament de M. de Valerne, comme quoi tout ce qu'il avait dans sa maison, à sa mort, il avait légué à la commune de Sceaux, on a pu le récupérer. Ce pays de Sceaux, là,
c'est un pays qui était un peu à part, ni Provence, ni Comtat, et une espèce de terre de refuge de beaucoup de gens. Vous pouvez dire que nous étions complètement à l'écart. Quand le premier percepteur est arrivé à Sceaux, vous savez pas ce qu'ils ont fait, les Châteaudiens? Ils ont dit, monsieur, on ne vous connaît pas, donc on ne veut pas du mal, mais on vous donne 24 heures pour déguerpir, parce qu'ici, on n'a pas besoin de vous. Voilà comment on accueillait les percepteurs à Sceaux. Alors Jean-Paul Bonnefond, jusqu'au début du siècle quand même, le pays de Sceaux c'était quelque chose. Ben oui, vers 1900, le bourg était un bourg prospère, un bourg qui avait des allures de petite sous-préfecture. Il y avait quand même 3000 âmes et une grosse activité, et ce jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Alors justement, à ce propos, on vient d'entendre aussi que le Ventoux a été en refuge. Parlez-nous du maquis. Bien, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Sceaux a été le théâtre d'événements dramatiques, et ça a été la plaque tournante de la résistance vauclusienne. D'ailleurs, à l'entrée du village, vous avez un monument qui commémore l'action et le sacrifice de ces résistants. Voilà, et Ziz était le restaurateur, le cuisinier du maquis. Alors, le rustique, et puis qui est naturel, qui est diététique, c'est dans l'air du temps, et on fonde beaucoup d'espoir sur cette céréale à Sceaux, nous. Alors, les espoirs des choses nouvelles, anciennes en fait, et qu'on reprend, la lavande, ça a fait la richesse de ce pays. La lavande, ça a vraiment donné une identité au pays de Sceaux, et je crois que ça va continuer. Et puis, il y a aussi le tourisme, ces beaux paysages, et je crois qu'on vit dans un beau pays, dans un bon pays, et il faut, je crois, c'est un bel héritage, et il faut qu'on en prenne soin pour le transmettre intact aux générations futures.